Alors on continue notre correction. Pour la troisième question, il dit citer le phasage des travaux pour la section objet d'élargissement et renforcement, ainsi que les ateliers nécessaires pour la réalisation de chaque poste. Donc, comme toujours, j'ai essayé de dresser un tableau. Je préfère toujours cette méthode de tableau. Donc, j'ai dressé un tableau pour les phasages de travaux. La première colonne, c'est le numéro de la phase. La deuxième colonne, c'est les travaux et les ateliers nécessaires. À côté, j'ai dressé le profil au travers de la section d'élargissement exprès pour voir et pour suivre les étapes de construction de ces travaux d'élargissement. Alors, premièrement, on peut mettre la signalisation temporaire de chantier, malgré qu'il ne nécessite pas un atelier spécifique, donc juste les mains d'œuvre ils vont implanter la signalisation. Si vous préférez de la mettre, vous pouvez la mettre, vous pouvez ne pas la mettre dans le tableau, donc comme vous voulez. Pour le deuxième élément, c'est le décaissement en déblai, donc on doit décaisser cette partie pour mettre la GNF. Pour l'atelier nécessaire au décaissement, on utilise une pelle hydraulique pour décaper et extraire le matériau de déblai. On peut aussi utiliser une chargeuse pour charger le matériau extrait des déblais. La niveleuse pour la finition du fond de forme. Le camion de transport pour transporter les déblais vers le dépôt. Le compacteur cylindre mixte pour compacter le fond de forme. Deuxième élément, on va mettre en œuvre la GNF. On va utiliser la niveleuse pour étaler et malaxer et finir et assurer la finition de la GNF. Le camion de transport pour apporter du GNF vers le chantier. Le compacteur cylindre mixte pour compacter la GNF et le camion citerne pour l'arrosage. On peut utiliser ici, on peut mettre la chargeuse si les matériaux sont provenus d'un concasseur qui est sur le chantier, donc on peut utiliser la chargeuse. Quatrièmement, l'imprégnation. Donc après exécution des GNF, on doit imprégner ces largeurs là pour avoir 5 mètres. Donc on doit d'abord l'imprégner pour mettre en œuvre le B et le GBB. Donc pour l'imprégnation, on a besoin d'une répondeuse 9 tonnes ou 8 tonnes, un porteur d'émulsion, c'est sous forme d'un semi-remorque avec une citerne. Il porte l'émission, donc la répondeuse, il charge l'émission depuis ses porteurs. Donc, pourquoi? Parce que la répondeuse, il porte que 9 tonnes. Donc, l'usine généralement se trouve à Casa ou à un endroit qui est plus loin. Donc, pour éviter que la répondeuse charge à chaque fois l'émission depuis l'usine, donc le porteur il va apporter l'émission de l'usine et la répondeuse va charger seulement depuis le porteur. Le gravillonneur, bien sûr, pour le sablage de l'imprégnation. Ensuite, on va mettre la GBB avec cet atelier. Même chose pour le B, donc c'est la même, c'est pareil, donc le même atelier. Un finisher, un compacteur à pneus, deux compacteurs, un compacteur cylindre petit, donc c'est 10 tonnes approximativement, et l'autre c'est 18 tonnes approximativement. Un camion de transport, donc le camion
semi-remorque au 8x4 de 20 mètres cubes, 20 mètres cubes ou 25. Il y a un citerne d'eau. Pourquoi c'est citerne d'eau? C'est pas qu'un camion, un camion citerne. Un citerne d'eau, c'est pour charger, pour remplir les citernes des cylindres, des compacteurs cylindres. Et ensuite, la fin, c'est les messes, les matériaux. Les messes, donc c'est le même que la GNF. Donc, si vous voyez ici, si vous remarquez ici, on a les messes et la dernière travaux qu'on a mis en œuvre. C'est le contraire si on a un chaussée qui est en RS, en revêtement superficiel. On met d'abord les messes et après, comme on a dit en arabe, on met les messes d'abord et après on met la GMB et puis on met les restes. Donc, les chaussées qui sont travaillées avec les enrobés, donc c'est l'inverse. On met d'abord l'enrobé et après on met les messes. Pourquoi? Parce que l'enrobé il est stable. Donc il n'y a pas ce risque que le matériau il s'étale au-delà de la plateforme. Donc voilà les différentes phases qu'on a dans cet exercice. On va passer à la question suivante. Pour la question qui est de la quatrième question, dresser un plan de signalisation temporaire de chantier en alignement pour la section concernée par l'élargissement, sachant que la route connaît un trafic supérieur ou égal à 2000 véhicules jour. Pour cette question, on doit voir le guide de la signalisation temporaire de chantier. On doit préciser, voir les paramètres essentiels pour choisir entre les différents types de plans de signalisation figurés dans le guide de la signalisation temporaire de chantier. Quels sont ces paramètres? Le premier paramètre, c'est le trafic. Donc, il y a plusieurs sortes de trafic qui déterminent le plan de signalisation à choisir. Ensuite, est-ce que le travaux existe dans l'alignement droit ou la signalisation de virage. Donc, ceci peut différer du plan à l'autre. Aussi, est-ce que les travaux s'exécutent au milieu de la chaussée ou à côté de la chaussée? Donc, dans ce cas, on a les travaux d'élargissement généralement se font à côté de la chaussée. Donc, je vais vous montrer le plan nécessaire ou adaptable à cette situation de travaux. Donc, c'est à vous de choisir parmi les différentes plans de signalisation en fonction des paramètres donnés dans l'énoncé des questions. Pour la cinquième question, le support de l'ancien chaussée qui est généralement en EP présente des problèmes de fissuration de faïençage localisé. Donc faïençage, ce sont des sortes de fissures, des fissures qui sont très multiples dans une section localisée. Donc ce sont des fissures qui sont dispersées dans la chaussée avec des mailles serrées. Quelles dispositions doit-on prendre avant la mise en œuvre de la nouvelle couche? Le renforcement en EP justifie votre réponse. Alors pour cette question, donc ils disent que la chaussée connaît des dégradations sous forme de faïençage. Donc pour moi, je vois que la solution, c'est la réfection localisée de ces sections qui sont faïencées par un enrobé bitumineux, un EP. On peut mettre aussi le revêtement, mais tant que si on a un EP, donc on doit faire une tapis, même de 2 cm d'enrobé bitumineux
pour assurer une jonction et un remplissage des fissures, des fissures de la chaussée. La justification, c'est pour ne pas remonter ces fissures pour les nouvelles couches arriver qui va arriver ensuite. Donc, suite à l'effet de l'agressivité du trafic, il y a ce risque que ces fissures et ce faïençage va remonter dans les couches supérieures. Pour la sixième question, précisez les aspects qu'il faut contrôler pour la couche de roulement en EP avant le démarrage des travaux en cours de mise en œuvre et après l'achèvement de la couche. Pour cette question, je vais tracer aussi un tableau pour cette question. Pour cette question, la sixième question, j'ai dressé un tableau en montrant les phases avant, en cours et après achèvement et les aspects à contrôler dans chaque phase. Pour la première phase qui est avant, donc il faut premièrement s'assurer de l'état du support qui est dans ce cas la GVB. Donc il doit être en bon état, n'est pas ségrégué, il ne doit pas connaître des malfaçons d'exécution. Donc il doit être en bon état, il doit être propre. Donc il y a des conditions qu'il faut s'assurer. Il faut aussi faire le carottage de GVB pour s'assurer de l'épaisseur qui est dans la norme. On peut l'ajouter ici. Donc d'ailleurs il y a une question qui dit que le GVB connaît une sous-épaisseur, donc on doit la rattraper dans la couche supérieure. On doit vérifier le type de formulation de l'enrobé, le P, donc il doit être établi par le laboratoire ou fourni par l'entreprise, à sa charge bien sûr, le type de formulation de l'enrobé, avec les essais d'agrément des matériaux, des gravettes, de l'émission, des différentes constitutions de l'enrobé. Et l'état et le fonctionnement du matériel, donc le matériel doit être en bon état et fonctionnel. Donc, en cours de travaux, on a plusieurs aspects à contrôler. Donc, on doit s'assurer que la planche d'essai a été exécutée. Avant, il était exécuté sur une longueur de 500 mètres, 400 mètres. Donc, il doit être exécuté. Donc, le rapport, on doit avoir le rapport de la planche d'essai pour savoir les différentes passes du compacteur qu'on doit la respecter dans la mise en œuvre. On doit contrôler les poids du camion, donc aussi les pesées ou les contre-pesées. Donc les camions sont pesés déjà dans l'atelier ou dans le poste d'enrobage. Lorsqu'il arrive sur chantier, on doit faire un deuxième pesage de ces camions pour s'assurer que la quantité mesurée ou figurée dans les bons sont les mêmes qui portent le camion. Ça c'est important. Aussi, on doit contrôler la température de mise en œuvre. Donc cette température doit être supérieure aux températures minimales. Généralement c'est 125 degrés ou 120. Donc il ne pourra pas être inférieur à 120 en aucun cas. Donc supérieur à 125 degrés. Il faut aussi s'assurer de l'alignement et les épaisseurs avant mise en œuvre. C'est-à-dire, avant mise en œuvre, il faut s'assurer que la jauge il est conforme. Donc l'épaisseur de la jauge est conforme à celle prévue dans la planche d'essai. Donc on prévu dans la planche d'essai l'épaisseur avant compactage pour avoir l'épaisseur finale qui est contractuelle donc de nos marchés. Par exemple, si on a 6 cm, donc on doit mettre par exemple 7 cm avant compactage pour avoir 6 après. Donc l'alignement, c'est donc le finisher doit être un bon alignement. Donc on doit tracer le couloir avant d'exécuter
la mise en œuvre. Ensuite, le dosage de l'émission, donc c'est la couche de crochage, on doit mesurer le dosage de l'émission. Donc généralement c'est entre 400 et 500 grammes par mètre carré, le dosage de cette émission en 65 degrés. Il faut faire d'autres contrôles, il y a plusieurs contrôles en fait dans l'exécution de l'enrobé. Éviter les ségrégations, donc le finisher, des éléments de malaxage doivent être fonctionnels. Et s'il y a une ségrégation ou il y a des éléments qui ne sont pas enrobés, par exemple, on peut avoir quelques éléments qui ne sont pas enrobés par de l'émission, donc il faut dégager ces éléments pour ne pas laisser dans l'enrobé. Il faut contrôler aussi les joints entre les bandes, donc on exécute généralement dans les chaussées avec circulation, on exécute la première bande, on laisse un peu de temps pour refroidir et après on doit mettre en œuvre la deuxième bande. Donc les joints doivent être bien travaillés et exécutés de bonne façon. Aussi, les joints, ce sont des joints longitudinaux. Il y a aussi les joints transversaux dans l'ancien chaussée. L'ancien bande, par exemple d'hier, si on va travailler aujourd'hui, on a déjà travaillé hier. Donc, on doit exécuter les joints entre l'enrobé ancien et le nouveau enrobé. Le fonctionnement des compacteurs, aussi on doit faire attention au fonctionnement des compacteurs. Par exemple, la pression des pneus doit être une bonne pression, parce que le compacteur à pneus il a une grande efficacité, surtout dans la capacité de l'enrobé, et pour ne pas avoir pour avoir un bon nid, on appelle un nid, donc il n'y a pas ces choses de secousse, etc. Donc le compacteur il est essentiel. Donc il y a plusieurs éléments, donc on se contente de ces éléments cités. Après achèvement, donc on doit contrôler l'épaisseur exécutée par l'essai de carottage. On peut faire des carottes, chaque distance 200 mètres ou 250, ça dépend, pour s'assurer que l'épaisseur est respectée. Contrôler aussi les malfaçons s'il y a des endroits qui ne sont pas exécutés. Donc on va contrôler l'aspect mise en œuvre de l'enrobé. La capacité, donc on doit contrôler cette capacité, est-ce qu'elle est conforme ou non pas conforme, à travers l'essai de liaise, au laboratoire à travers les carottes prélevées sur chantier. Aussi, on peut contrôler le dosage du liant, est-ce qu'il est respecté ou non, à partir des échantillons qui ont été prélevés au moment de l'exécution. Donc le laboratoire prélève un échantillon pour faire les essais d'extraction du liant, pour savoir est-ce que le dosage est respecté. Par exemple, si on a 6% de liant, donc on doit respecter cette dosage avec bien sûr les proportions et les tolérances qui sont les tolérances à ne pas dépasser pour ce dosage. On peut contrôler aussi la cote pour la topographie, donc il y a plusieurs éléments qu'on peut contrôler après l'achèvement. Donc voilà les différentes phases. Il peut être, vous pouvez citer d'autres éléments qui ne sont pas figurés dans ce tableau, mais j'ai essayé de mettre les éléments essentiels
à contrôler dans l'exécution de l'enrobé du cheminement. Donc on va continuer après par les questions suivantes.